Bonsoir et bienvenue dans ce 29e épisode du Rastcast Show. Nous sommes très fiers d'accueillir Monsieur Christian Dalgier, une légende toulonnaise. Pour moi, c'est la légende toulonnaise. L'homme qui nous a fait monter en première division, en tout cas celle que moi j'ai connue. En 83, j'étais petit, mais voilà, c'était un super souvenir. Christian Dalgier, joueur, coach au Sporting. Voilà, donc pour moi c'est un honneur. Merci Christian vraiment d'être parmi nous. C'est vraiment... Voilà, je suis fier, je peux mourir tranquille. Donc on va découper l'émission en 3 parties comme d'habitude. On va faire un premier débat où on va débriefer l'interview que l'on a faite de Youssef Sif, puisqu'on a eu pas mal de réactions de la part des supporters toulonnais, mais ça nous permettra d'aborder avec Christian la notion de formation. On aura bien évidemment la fameuse séance sur le grill où Christian et Manu en tête à tête pourront échanger sur la carrière de Monsieur Dalgier. Et puis pour terminer l'émission, on finira avec l'avant-match, le match du Sporting à Concarneau vendredi, face à l'équipe de Vito Grasso, un ancien Toulonnais. Voilà, donc le Rastcast Show numéro 29, c'est parti. Première partie de l'émission, on va donc débriefer notre rencontre avec Youssef Sif pour une édition spéciale. Une édition dans laquelle il a pu évoquer la formation, le plan 2020-2023 du Sporting, tout ce qui était lié aux différentes catégories jeunes, on va dire, et donc nous-mêmes aborder avec Christian le volet formation, qui nous semble être quelque chose de capital, peut-être encore plus au Sporting quand on est coincé entre des Monaco, des Nice et des Marseille. Voilà, où ça me paraît important de pouvoir former nos joueurs de façon à avoir, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas un vivier de footballeurs potentiellement bankable, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est important. Dans les actifs d'un club, avoir des joueurs que l'on peut potentiellement revendre à un moment donné, ça fait partie des choses qu'il faut savoir posséder. Voilà, donc on débriefe cette émission avec Youssef Sif. Donc je ne sais pas qui de mes deux acolytes, Philippe ou Manu, veut démarrer. Philippe, ça fait un moment qu'il... Ouais, parce que moi j'ai regardé un peu, il n'était pas présent donc à l'émission, mais j'ai regardé après à la maison tranquille, à l'interview. Ouais, j'ai vu qu'il est beaucoup pour la formation des jeunes. Il dit beaucoup dans le vrai de ce qu'il dit. Après, derrière, sur le projet qu'il parle après, est-ce que ça va être 2020-2023. Voilà, fait, pas fait. Mais c'est vraiment un garçon intéressant au niveau des jeunes et qui s'occupe beaucoup du club. C'est vraiment un garçon, je pense, une pièce maîtresse au niveau de la formation. Sur ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, voir dans la continuité si ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Ouais. Ah, c'est ça, il faut voir si derrière il y a les moyens qui suivent, parce que lui il a vraiment une énergie folle, mais moi c'est le petit point que je trouve dommage par rapport à lui et la politique, c'est que moi je le trouve un peu seul. Alors je disais, c'est lui qui est, donc il a les 19 et c'est lui qui est le responsable de la politique globale du club, de la préformation et formation, mais je trouve que, même s'il s'appuie sur les éducateurs, etc., mais moi j'aurais bien vu une sorte de directeur sportif des jeunes qui chapeauteraient un peu tout et tout, parce que ça demande beaucoup de travail, et je ne sais pas si tu peux vraiment tout faire, et c'est ce qu'on peut regretter, je pense. Et après, je profiterai que Christian soit avec nous, pour lui demander si justement, moi j'ai quand même l'image du Sporting qui a pas souvent été assez efficiente sur la formation. Si je pense ça, j'ai raison ou j'ai tort sur l'histoire du club, et puis Dieu sait que si vous êtes bien placé. L'histoire de la formation du club, à mon avis, elle est très simple. Quand on monte en première division en 84, le président c'était M. Bonadei. Et dans le staff, on fait venir Gabi Robert, tout ça.
Et son frère construit le centre de formation. C'est ce qui nous a permis à un moment, parce qu'on avait réussi la première année, il y avait des Tolo, des Colo, après il y a eu des Borelli, il y avait des Ginola, il y avait des garçons sur qui on pouvait, sur l'avenir, penser qu'ils étaient aussi bons que d'autres joueurs qu'on achetait éventuellement des millions et des millions. Il faut savoir qu'à Toulon, de toute façon, la potentialité de spectateurs ne permet pas de rester en première division. En achetant des joueurs, comme ça a été fait après, quand moi je suis parti, quand le président il a démissionné. Si le centre de formation n'avait pas fonctionné, et il n'a plus fonctionné après quand on est parti, on s'est cassé la gueule. Quand on fait 10 000 de moyenne, actuellement c'est dérisoire dans le football. Sinon il faut investir des millions. C'est ce qui a été fait après. Après il y a eu Roland qui est devenu le patron du club et tout, et qui a fait venir des très bons joueurs qui ont coûté cher. C'est vrai qu'il en a vendu, il en a racheté, il a fait tout son truc, tout ça. Mais à l'arrivée, le club a été rétrogradé parce qu'on ne peut pas vivre. Il y a tellement de potentiel dans le Var. Encore aujourd'hui, en termes de qualité de jeunes. Encore aujourd'hui, ouais. je trouve un peu moins quand même, non? Non, il y en aura tout le temps. Il y en a tout le temps. Le football, c'est comme quand tout à l'heure vous parliez de Monaco. Monaco en 80, quand nous, on venait de gagner la Coupe de France, on s'en va, 2 ans après, ils sont champions de France, parce qu'il y a le centre de formation. Et après, ils ont pérennisé tout ça. Maintenant, il y a les Russes qui sont arrivés, et on s'aperçoit que bon, ça s'achète, ça se vend, ça fait ci, ça fait ça, mais bon, ils n'ont pas les mêmes résultats. Mais le Var reste, en plus, Nice se met complètement dans la formation. Oui, on a vu, avec Vieira, absolument. Ils sont à 100% dans la formation. Le seul club que vous avez cité, c'est l'OM qui essaie petit à petit de s'embrigader avec tous les autres clubs amateurs environnants pour essayer de faire venir les jeunes, tout en sachant quand même que quand vous avez une moyenne de 50 000 spectateurs, eux, ils ont un passé énorme au niveau des vedettes, et ils ont toujours cette nostalgie des vedettes, des Escobar, des Vanusson, après de cette Coupe d'Europe qu'ils ont gagné, tout ça avec des grands joueurs. Alors, je crois que Toulon, il ne faut pas se formaliser là-dessus. Il a sa place dans le football français, pas actuellement dans cette division où il est, mais il a... Je pense, vu les autres clubs, il peut très bien vivre, grâce à la formation, il peut très bien vivre en première division. Donc des efforts à faire supplémentaires. Mais bon, après, il faut se donner les moyens. C'est ce que je pense qu'il les moyens, bon, ils ont quand même le stade de rencontre là, avec le centre de formation. S'ils arrivent à un moment, à un niveau en deuxième, et qu'ils arrivent à briguer là, une montée ou quoi, ils auront Mayol, et puis d'ici là, le football aura encore évolué, et puis peut-être que toutes les installations, toutes les structures vont s'améliorer. Mais il faut absolument que Toulon comprenne qu'à un certain moment, que le Sporting fasse fonctionner ce centre de formation. Bien sûr. Là, vous avez été coach à Marignane. Au niveau de la politique jeune, comment ça se passait là-bas? Nous, on avait une convention avec l'AS Monaco. D'accord. On avait passé une convention avec, et puis il y a eu une génération de jeunes joueurs, tout ça, qui avait gagné la coupe là-bas de Francis Pons. C'était la coupe des juniors, comme après au niveau national, c'est la coupe Gambardella. Et après, on a mis 4, 5, et petit à petit, on intégrait toujours les jeunes. Mais au tout départ, quand moi je suis arrivé, c'était pour structurer le club. Et je commençais à mettre d'abord les éducateurs tous diplômés. Voilà, c'est la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Ensuite, on a mis à disposition des clubs un système de navettes pour aller chercher les jeunes dans les quartiers alentours. Parce que là-bas, il y a un réservoir énorme.
Et à partir de là, on est monté, en 8 ans, on est monté 6 ou 7 fois. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient en PHA. Quand je suis parti, ils étaient... donc à Vitrolles, ça. Ouais, Ils étaient en CFA, et le national n'existe pas. Le national n'existait pas. On serait resté à national, seulement il y a eu un règlement où ils ont partagé le truc, et à l'ancienneté, c'est Angoulême qui montait en national. Enfin, qui a été maintenu en national, qui montait en national, et nous on a été maintenus, et depuis, bon, ils sont toujours là. Hein. Mais je crois que quand on a des clubs comme l'OM, qui est pas loin quand même, tout ça, et puis Toulon n'a pas la vocation dans son esprit de... La vedette, à un moment, c'était pas Ounis, c'était pas d'Alger ici. C'était la culture rugby, c'était ouvrier parce qu'il y avait l'Arsenal. Ils aiment les combattants, ils aiment les guerriers qui, à un moment, sont bien imprégnés d'une certaine mentalité. À partir de là, on avait tout le monde qui était derrière nous. Et ces jeunes venaient parce que sans prendre le premier choix au niveau technique, tout ça, mais ils avaient une mentalité extraordinaire. Et c'est comme ça que le football à Toulon a survécu pendant tant d'années, je me répète, jusqu'à ce qu'à un moment on ait fait un truc un peu plus de vedette en oubliant la formation. Ouais, moi je me souviens de quelque chose que nous disait Youssef Sif quand on l'a interviewé jeudi, c'était que le public toulonnais n'était pas suffisamment patient pour tolérer, alors tolérer c'est peut-être un mot fort, mais pour tolérer de faire des saisons avec des jeunes où potentiellement ça peut être plus long si on n'a pas des top joueurs comme certains clubs peuvent en avoir en jeunes. Pas forcément. Ouais. Moi je pense qu'au contraire, les Toulonnais, avec tout le chauvinisme qui les caractérise, on l'a vu d'ailleurs avec Guy Lavogui ou Andrani, qui sont des même s'ils peuvent être très durs assez rapidement, mais dans l'ensemble, voilà, je pense c'est un peu plus tolérant. Voilà, je pense qu'on peut être que le public du Sporting, les supporters du Sporting, c'est un public qui je pense serait capable d'être plus patient si on avait un petit peu plus de jeunes formés au club. Nous l'année qu'on monte, pour le maintien, c'est l'année où on a fait le plus de moyens de spectateurs. On a fait pratiquement un peu plus entre 10 et 11 000 de moyenne, parce qu'au bout il y avait le maintien, parce que ça bagarrait, parce que c'était si. Après, inévitablement, ça baisse. Oui, il y a les grands clubs qui vont arriver, Marseille, tout ça. Oui, mais, quand il y a des matchs de gala. La vérité, elle est là. Pour le maintien, pour nous soutenir, pour tout, ils étaient tous là. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec tout l'engouement qu'il a pu y avoir depuis quelques années au niveau du foot, et entre autres depuis justement 98, date fatidique pour le Sporting, mais date importante pour le football français, puisque c'est l'année où on est pour la première fois champion du monde, vous ne pensez pas qu'il y aurait un potentiel public, je ne dis pas supporter, parce qu'on sait très bien que dans les stades aujourd'hui, il y a aussi des gens qui viennent voir du football comme ils vont au cinéma, pas forcément par conviction ou par passion pour ce sport, mais plus pour parce que c'est un passe-temps parmi tant d'autres. Vous ne pensez pas que le fait de savoir qu'aujourd'hui il y a un engouement autour du football permettrait pas au public toulonnais d'être plus présent en quantité, sachant qu'en plus le Stade Mayol a été augmenté en nombre de places, hein. Même si je me souviens qu'effectivement, quand on jouait en première division, même si le stade il faisait, je sais plus, peut-être 14 ou 15 000 places, des fois il y avait 3 000 places de plus, on était serrés comme des sardines tous debout. Mais voilà, avec le confort qu'offre un stade comme le Stade Mayol aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y aurait moyen de voir plus de monde, enfin en tout cas plus que une jauge à 12 000 on va dire? Je sais pas, moi je reste sceptique parce que j'ai toujours joué à Bois-Rencontre, je n'ai jamais joué à Mayol. Quand j'étais entraîneur, c'est là qu'on a commencé à Mayol, mais Bois-Rencontre était vraiment le stade adapté au club, à ce qu'on voulait. Ouais. Ils étaient prêts, ils étaient là, ils étaient... Ouais, c'était à l'anglaise.
c'était quelque chose qui était bien ancré en nous. C'était Bois-en-Côte, c'était chez nous. Il porte bien son nom, ce stade? Ouais, bon, je pense. Ouais. Après, Vous receviez les adversaires avec des fleurs maintenant? ouais, on faisait des mauvaises rencontres. Non, je pense pas. Enfin, maintenant, je sais pas. Je sais que l'Arsenal, c'est quand même un peu moins. Ouais. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait 5000 supporters qui allaient au football et 5000 qui allaient à. C'était les mêmes. Mhm. Après, il y avait tout un voilà, côté c'était- qui allait au rugby Mhm. et l'autre, le Haut-Var, tout ça, tout l'autre côté qui venait au football. Ça veut Mhm. dire que d'abord, c'est viable, tous les deux. Mhm. Bien sûr. Bien Les deux sûr. clubs Mhm. à un certain niveau, c'est largement Bien sûr. viable, ici Il y a à pas de Toulon. Et ensuite, je pense que pour les grands matchs, Mayol peut très bien convenir par rapport peut-être financièrement, tout ça pour certaines rencontres. La preuve, c'est que le RCT va jouer à Marseille quand il y a les gros matchs, tout Match ça. de gala, ouais. Mais je crois que Bois-en-Côte, dans son ensemble, a amélioré certainement. Hein. Avant, derrière le but, là, quand Ouais. il y avait Bah cette populaire, Mhm. c'était l'enfer pour le gardien de but. Ouais. C'est une, Mais, c'est une bonne journée. mais je pense que Bois-en-Côte, à l'heure actuelle, et jusqu'à 2e division, c'est Oui. c'est Oui, c'est largement jouable, suffisant. bien sûr, bien sûr. Justement, là, ça me fait penser à quelque chose. Vous, dans votre carrière, vous préfériez jouer dans des stades où on ressentait la proximité du public un peu comme dans un stade tel que Bois-en-Côte, où c'était peut-être plus grisant de jouer dans un stade beaucoup plus grand, voire avec plus de monde. Non, Quelle énergie on ressent quand... ouais, j'ai joué 9 ans à Monaco, on connaissait tous les supporters. Tous les supporters. Ouais, forcément. Presque. Non, c'était pas. Non, je crois pas. Pour moi, Bois-en-Côte, ça reste quelque chose d'énorme. Parce que, bon, parce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu une aventure là-bas avec des potes qui étaient extraordinaires, parce que ce stade correspondait bien à ce qu'on voulait. À la mentalité Parce qu'on allait- toulousaine. quand on monte en 2e division, on recrute des guerriers. Les Boissiers, Courbis, on recrute des mecs. En plus, il y avait déjà Luigi, tout ça. Donc, dès que vous en passez, que vous passez le second, il arrivait, il avait plutôt short. Surtout avec Bernard. Ah, mais Bernard Boissier, ça, ouais. c'est. Surtout avec Bernard. Non, moi, je pense que. Après, j'ai joué avec l'équipe de France, il y avait 80 000 personnes à Naples. C'est pas pareil. C'est. C'est pas pareil. On ne ressent pas le même truc, ouais. on ressent pas. Après, c'est un truc qui, quand on est sur le terrain, ça passe. Hein. Tandis que là-bas, ça ne pouvait pas passer. Parce qu'ils étaient juste là. C'est comme quand on jouait à Saint-Etienne, avec Monaco. Vous allez ramasser le ballon. Quand on avait le ballon dans la main, on était plein de crachats. Et tout. Ouais. C'est différent. Alors que bon, mais ça faisait partie de toute façon de notre truc. On savait c'était un atout pour nous. Quand on est monté tout ça, on savait qu'il ne pouvait rien nous amener. Nous arrivait là. Pourtant, on a perdu contre Reims. Hein. Contre tous les prétendants, on a perdu, on n'a jamais gagné contre. On a perdu contre Reims, on fait match nul contre Nice, on perd à Nice, on perd à Reims. Et à l'arrivée, c'est nous qui montons. Parce qu'à l'extérieur, c'était pareil. On avait cette mentalité comme si on jouait chez nous. Ouais. Ça faisait partie de notre quotidien. Quand on arrivait, on s'entraînait et puis on savait que là où on allait, que dans tous les bleds où on est allé, pas les bleds, mais bon, les petites villes, les villages, petits clubs, ouais. quand on est à Saint-Dié, à Guignon, tout ça, c'était pas évident, mais bon, on arrivait à se surpasser parce que on savait à quoi s'attendre. Et ça, c'est Bois-en-Côte qui nous l'a amené. Ouais. On ne fait pas trop partir, Christian, de ce parce qu'après, c'est Ouais. c'est moi. Bah, Restons non. sur la formation. Ouais, hein, j'allais poser je t'en prie, je t'en prie, hein. une question, Soyons un peu- mais je te la laisse pour ta rubrique de tout à l'heure. Mais tu peux reprendre la main du coup si tu veux. Non, mais c'était juste pour se recentrer sur le sujet, parce que là, c'est sûr que là, on part dans des trucs Ouais. qu'on resterait facilement Toute la nuit. Des heures. 3 heures, c'est pas un souci.
Non, pour juste sur pour un peu, je sais pas si on termine. Ouais, bientôt, on va sur terminer. le sujet. Formation. Oui, moi je voulais encore donc solliciter Christian pour savoir si donc il a un peu répondu tout à l'heure, mais quand on décide de se mettre dans la formation, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les éducateurs, c'est les installations. Moi, je suppose un peu tout, hein, bien C'est sûr, la mais crédibilité du club. qu'est-ce qui fait que quels Ouais, sont les premiers C'est la crédibilité du club, ça veut dire que... quels sont les premiers gestes à faire? Il y a un directeur du centre de formation, par exemple. Eh bien, il faut qu'il prenne sa bagnole, qu'il aille dans les clubs et qu'il explique exactement la politique du club. Ça, c'est pour attirer les meilleurs joueurs. Dans tous les clubs, tout ça. Et puis après, il faut, tout au long de l'année, il faut qu'il y ait des personnes qui gravitent dans ces clubs, qui regardent, qui aillent, à un moment, il y a des entraîneurs diplômés qui donnent dans les petits clubs amateurs, tout ça, là, qui ont des bons gamins souvent, hein, Bien sûr. mais qui n'ont pas Il faut des relais, les hommes pour qu'ils aillent faire quelques séances, les joueurs, que les joueurs, même ou les anciens joueurs, eh bien, ils aillent faire des séances d'entraînement, tout ça. Il faut remotiver tout le département. Ah, donc Ça, c'est un vrai travail. Je pense que c'est de longue. essentiel. D'aller communiquer avec les autres clubs et de dire nous on veut ça. Après, il ne faut pas tricher avec. Hein. Mhm. Si on triche, on est mort. Bah, c'est du donnant-donnant. Mais, Donc non, mais il ne faut pas se planter. Et nous, on a eu la chance de ne pas trop se planter, ce qui nous a permis je le répète, de faire nos meilleurs... Et surtout de monter à moindre frais, Mais bien sûr, mais de toute façon. puisqu'on n'avait pas recruté, mais de monter à moindre frais et de continuer avec... c'est comme quand on est monté de deuxième En première. en première division, on a recruté 4-5 joueurs. On n'a pas tout chamoulé l'effectif, parce qu'on a gardé cette base là, de gamins qui avaient été déçus par une descente en troisième division. Et ils me recrutent moi, d'abord, sans me faire de grandes folies. Et puis après, quand on s'est retrouvé en deuxième division, eh ben, on a dit, ça va, allez, paf, Boissé, Vizcaíno, Courbis, qui a eu Chaussin, qui est arrivé. Et on a gardé, et Diallo, je crois. Chez Diallo. Et sinon, les Bénédés, tout ça, ils étaient des Perlin, Nkouka, tout ça, ils étaient déjà. Martin. Berenguer, Alphano. Berenguer, Alphano, on avait cette ossature, mais surtout cette mentalité où ici on est chez nous, et puis on avait peur de personne finalement. Je me souviens d'un match où le Paris Saint-Germain, ils l'ont pris 5. Oui, moi je me souviens de ce match. C'est en 85. Ouais. Voilà, on avait peur de personne. Quand je vous entends dire ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut lire. Eddie est là, hein, Eddie qui gère le musée non officiel du Sporting, et dans les différentes interviews qu'il réalise et que je l'aide à publier, et même dans la vôtre, il me semble, de mémoire, on ressent deux choses. Enfin, moi, ce que je retiens chaque fois, c'est que, le Sporting, tous les joueurs qu'il a interviewés nous disent que ça a été une aventure humaine très importante dans leur vie, puisque généralement, les joueurs qui se sont côtoyés se côtoient encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard. Et au-delà de ça, ce qui ressort, c'est une mentalité toulonnaise bien spécifique. Et quand je vous entends dire on avait peur de personne, ça me fait vraiment penser à ça. Ah ouais, non, mais ça, il y avait cette mentalité, comme le RCT à l'époque, les joueurs qu'ils avaient aussi, c'était pas facile. Hein. Ouais. Nous, on allait volontiers voir le rugby. RCT, parce que on a même été invité avec Olmeta, avec Pascal, par exemple, à une préparation contre Nice. C'était impressionnant. Ouais, c'était l'époque Là, des Herrero, avec Jean Gallon, Ouais, Manu Diaz, c'était pas les Thierry Louvet, là, tout ça, les Rick Champ. Des poètes, quoi. C'était des poètes comme. c'était des puis poètes. c'était une Toulon-Nice où il y avait la moitié des Toulonnais. Ouais, qui étaient à exact. Nice. Ouais, c'est ça, ouais. C'était Jean-Claude Bellator. Ouais, exact. Voilà, bon, mais on y allait volontiers, comme eux venaient aussi. Ils venaient au foot. chez nous, Ah oui. Ouais. C'est pour ça que le RCT et le Sporting, il ne faut pas les opposer. Ouais, je pense que c'est bon, c'est pour les indissociable deux, c'est bon cette pour les deux vie-là. qui soient au plus haut. Quand j'entends que non, Il y a que surtout le qu'il y a la RCT, place non. pour deux Ouais, clubs. Bah, bien sûr, sûr, bien et sûr. évidemment. Ok, ben on conclut cette première partie donc sur cette notion
d'aventure humaine, bien évidemment, mais aussi et surtout de mentalité toulonnaise. Christian, encore un grand merci, c'est vraiment un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai appris quelque chose à Christian tout à l'heure. Il ne savait pas que c'était le meilleur buteur de tous les joueurs qui ont porté la tunique azur or. Donc avec 86 buts. Et vite fait une parenthèse, encore un grand merci à notre Christian d'Alger à nous, Gérard Lebrano, qui m'a fait une fiche. Tu demandes qui a marqué le but en janvier 77 contre Martigues, il vous sort la minute, les cartons, etc. Il est énorme. Donc voilà, on va un peu évoquer votre petite carrière, hein, pas très longue, pas très riche, hein, juste un garçon donc né à Nîmes, ça je ne savais pas, et qui se retrouve très tôt finalement au Sporting. C'était déjà ma première question, petite interrogation. Comment on atterrit à Toulon, je ne me rappelle plus, vers 12-13 ans. Mon père travaillait à la SNCF. Et... Voilà, les cheminots de Nîmes, hein, le premier club. Ouais, c'est le seul que j'ai fait à Nîmes. Et mon père a choisi Toulon parce qu'il faisait l'électrification de la ligne Marseille-Nice, des trains. Donc il a choisi Toulon. Et je ne savais pas, parce que moi je marchais bien aux études, tout ça. Et avant se faisaient les rencontres du Sud-Est, il y a Nîmes qui avait fait un match contre le Cavigal. Et le secrétaire de Nîmes, M. Roux, avait dit à Maurice Revello, qui après était au Racing, qui a dit, vous avez mon gamin qui est arrivé, là, tout ça. Puis un jour, Maurice a débarqué à la maison, j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais cadet. Et il m'a fait signer au Sporting, tout simplement. Donc ça démarre de là, Toulon jeune. Et 15 ans, ouais, j'étais cadet première année. Cadet deuxième année, je suis champion de France avec les cadets du Sud-Est. Et c'est ce qui vaut l'international junior, je vois. Après international junior, ouais. On avait perdu en finale de la Coupe UEFA contre les Tchèques à Cannes. Un Tchèque qui était une sacrée nation à l'époque. Hein. Ça c'était en 68. Moi j'avais démarré en pro en 68. S'il faut, il y avait Panenka, non? Non. Non. Je sais pas. Comme moi, hélas. Donc voilà. Et Toulon, 66-72, on va dire. 66-71, ouais. 71, bon. Là, c'est de la D2. La D2, oui. Où j'ai beaucoup appris le métier, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient chevronnés. Genre il y avait Garofalo, par exemple, voilà. Lafont, Borowski, Roubaud, Bourrier, Rasponnik. Devant, il y avait Vincent. On était 3-4 jeunes là, qui avaient démarré avec eux. Il y avait Claude Carrara. Et Christian, parce que je vois, il démarre attaquant et très vite meneur. C'est quand qui bascule, attaquant, meneur? Non, c'est pas... je reste attaquant. Après, à un moment, ils m'ont mis numéro 10 parce qu'on avait une équipe jeune. On était en deuxième division, tout ça. Puis après, quand je suis parti à Monaco, je suis redevenu attaquant. En faisant des matchs, des fois numéro 10 selon les besoins de l'équipe. Mais si vous étiez donc pas attaquant axial ou sur le côté? Avant le football, on était attaquant. Je me suis retrouvé par exemple dans les 7 années que j'ai joué à Monaco, sur les 9 ans avec Onis. L'entraîneur, c'était eux, quand ils perdent le ballon, on ne s'en occupe plus, et tous les autres défendaient. Ce qui s'est passé à Toulon quand je suis revenu. Où ils se sont mis à mon service à 100%. Alors, voilà, mais je n'étais pas un attaquant comme maintenant où ils font que les va-et-vient, tout ça. Oui, où il faut savoir défendre, où il faut. Donc donc Toulon, vous êtes repéré par Monaco. C'est Luciano qui. 8-9 saisons là-bas. 9 saisons en D1. D1, D2. D1, D2. Ah ouais. D1, D2, à un moment, on était en bagarre même avec le Sporting.
D'accord. Quand ils étaient venus gagner à Monaco 3-0 au mois de décembre, quand il y avait Pedini, Alain Pedini, il y avait Simon Guy. Quelle année ça à peu près? Ça c'est en 60 et, 73, 74. Ah, plutôt au début des trucs comme ça. D'accord. 75 peut-être. Et on était en bagarre, mais on remontait toutes les années. Jusqu'à ce qu'on soit champion. En 77, on remonte de première division. Et de suite, ils sont champions. Et de suite, ça, on est champion. Ouais, ça, c'était. Ça, c'est Mais après, depuis, le club est resté là-bas parce qu'il y avait une grosse centre de formation. Et alors, juste, parce que c'est à peu près à cette époque-là, parce que vous allez être international A, première sélection, c'est qui vous convoque? C'est Kovacs. Voilà, c'est pas Michel Hidalgo. Non. Par contre, vous ferez la Coupe du Monde avec Michel Hidalgo, avec le match France-Italie. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est pas les moins de 20 ans. 78, avec les fameux maillots verts. Hein. Ouais. Hein, vous avez joué un vert pour les bleus en vert. Bon. La seule, un mot sur ça, l'Argentine, la Coupe du Monde, Michel Platini, les débuts de Michel Platini, Ça c'était la un match com, etc. amical contre l'Italie, Ah ouais? à Naples. Donc je jouais aussi. Ah oui. Quand tu mets le coup franc, là, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Mm. Ouais, ça, ce sont des souvenirs extraordinaires. Pour moi, c'était. Comment on le vit ça? C'était vraiment un On rêve le pour vit, vous? on le vit par rapport à une ambiance qu'il y avait dans le groupe. On était là parce que on était dans la même poule que l'Italie. L'Italie avait réservé déjà depuis un moment tout le premier étage. Nous, on était sous les toits. Eux, ils avaient les heures d'entraînement et ils les avaient choisies. Nous, on s'entraînait après eux. Et le premier match, on joue contre eux, on marque à la première minute. C'est le but le plus rapide là, de Bernard. De Bernard. De Bernard Lacombe. Après, on perd 2-1. Et contre l'Argentine, on ne mérite pas trop de perdre. Et un peu, bon, c'est toujours pareil. Les équipes À domicile. qui organisent les Coupes du Monde sont toujours plus ou moins avantagées. Surtout à Et cette puis il y a époque. ce troisième match avec ces maillots verts et blancs, la rayure, où l'on gagne 3-1. Mais pour moi, ça reste un souvenir extraordinaire parce que, bon, d'abord c'est une Coupe du Monde, puis on découvre des tas de trucs. Mais pour vous, c'était gamin où vous disiez l'équipe de France ou vous l'avez pas vu venir? J'ai jamais pensé être footballeur quand j'étais gamin. Moi, ça m'est tombé comme ça, voilà. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. J'étais au lycée, et Mirouz à l'époque, il y avait Djibril, c'était Djibril qui... ils avaient, je crois, recruté Djibril et Kossou. Ils avaient changé avec Simian et Francis Blanc, avec Monaco. Et Djibril, il se blesse et il m'a dit, gamin, tu vas démarrer, tout ça. À l'époque, il y avait 14 000 personnes. Contre Bastia, c'était les grands favoris. J'ai eu la chance de jouer contre un gars, il avait 36 ans, moi j'avais 16 ans. Mais bon, voilà, naïf, inconscient, sans stress, sans rien, et on a gagné 3-1. Bon, j'ai fait mon match comme Claude Carrara, et puis après on n'a plus quitté le club. Et Après ils m'ont viré du lycée parce que j'étais sélectionné. J'avais une présélection pour partir 15 jours en Allemagne. Il y a le proviseur qui me convoque, qui me dit il faut choisir entre les études et je peux retourner. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Bon, après la chance de ne jamais avoir été blessé. Jamais été blessé dans votre carrière? Après, oui. Après. 74, ligaments croisés. Après, quand je suis arrivé à Toulon, je m'étais fait opérer de la pubalgie, après la Coupe de France. La fameuse... Non, ça c'était la dernière année. En quelle année donc? C'était en 80. 80, quand vous êtes arrivé, l'année de l'arrivée, du retour. On avait fait la finale Coupe de France contre Orléans, on avait gagné 3-1. Et la semaine d'après, je m'étais fait opérer. Intersaison. Alors, justement, donc Monaco, équipe de France, Monaco, on arrive en 1980. Pareil, un peu, comment
c'est qui vous fait revenir? Qui c'est qui pense à vous? Comment ça se passe ce retour à Toulon en 80? C'est bizarre. Ça a été très important pour l'histoire du sporting. C'est bizarre, peut-être ça. Je vais être peut-être un peu plus long, mais voilà, en 80, il y a Monaco qui décide de changer. C'est vrai qu'on arrivait, nous, au bout de ce qu'on avait, parce qu'on avait été champion de France, on venait de gagner la Coupe de France, et il y avait Onis qui était libre, d'autres joueurs étaient libres, il y avait Gardon, Bernard Gardon, pas mal de joueurs. Et moi, il me restait un an de contrat, et Onis, il part à Tours, et Campora, il dit à Tours, tu n'iras jamais. Parce qu'il y avait Onis. Après, il y a Metz qui m'a. Le président Campora. Qui m'envoie le billet d'avion pour aller signer. On s'était mis d'accord et tout. Hein. Et Metz, au dernier moment, ils ont pris un autre joueur. Schneider, il a fait 2 matchs, je crois. Il s'est pété le genou, il a plus jamais rejoué. Et il y a Dédé Sudre qui vient, qui me dit Christian, écoute. Le président du Sporting. Ouais. Si ça te dit, tout ça, on fait un plan de carrière avec un diplôme d'entraîneur à passer et tout. Et puis voilà. Et puis Toulon, ça a été, pour moi, ça a été d'abord mon club formateur, le club qui m'a permis d'être professionnel et d'évoluer à un haut niveau. Et je dirais Banco, et après est arrivée l'aventure que vous connaissez tous. Hein. Donc ça, je suppose que c'est ce qu'on espère, mais c'est pas ce qu'on calcule vraiment. On ne sait pas dans quel groupe on tombe et ça a matché. Ça a marché parce qu'ils ont tous adhéré à un moment à un objectif. C'était d'abord monter, et puis après, dans les 3 années, essayer de côtoyer ou d'arriver en première division, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. La première année n'a pas été... Elle n'a pas été facile, hein, parce que le premier match, moi je ne jouais pas, et on le gagne sur tapis vert, si vous vous rappelez, contre Bastia. Ils avaient fait jouer un joueur qui était suspendu. On avait perdu 1-0 à ma rencontre, et on le gagne sur tapis vert. Après, c'est enclenché, on joue la montée avec Alès. On est monté, la deuxième année, on termine 4e. Et la 3e année, en terminant 4e, on a dit, putain, cette ossature, c'est là qu'on fait venir les Courbis, les... Alors quand vous dites on fait venir, c'est qui on? C'est vraiment... Il y avait déjà Courbis et... Parce que je veux dire, les joueurs, vous-même... Courbis et Chaussin, ils étaient déjà à Monaco. Il y a une connexion, hein, Monaco-Toulon, un peu. Après, il y avait Boissier, que je connais bien, Bernard... On savait qu'il nous fallait ces joueurs. Puis, ça va, on ne s'est pas trompé, on peut se tromper. Mais bon, en faisant venir 4 joueurs de champ et un gardien de but, on limite quand même à un certain moment le fait de ne pas se tromper ou quoi que ce soit. On savait que c'était des guerriers qui étaient là, qui allaient jouer le coup à fond parce qu'on se connaissait. Et puis parce qu'ils sont tombés dans un club où, à un moment, ils ont... Tout le monde s'y est reconnu un peu. Ils se sont mis derrière tous les jeunes que moi j'avais côtoyé en arrivant, les Alfano, les Berenguer, qui voulaient à un moment aller en première division. Les locomotives, nous on a amené notre expérience, notre tranquillité, chacun avec ses armes, moi techniquement, Courbis avec son aura, comme quoi derrière, ou Boissier, que ça allait à la maillotche et tout, ils étaient craints. Diallo qui marquait des buts, on avait déjà Bandera, ils savaient qu'on allait être, et ces jeunes-là, c'est eux qui nous ont permis à nous de ne pas tricher avec eux. C'est très simple, hein, ils nous ont permis de jouer tous les coups à fond, et c'est comme ça qu'on est arrivé en première division. Alors, on arrive en première division, et c'est pour ça que je voulais quand même évoquer un des matchs... un des matchs qui compte le plus dans l'histoire du Sporting, je pense que c'est ce match de la montée à Grenoble
quelque Là, chose y a à pas- dire sur ça Il y a- je sais pas. Enfin, c'est pas trop celui-là, non. Je crois ah, pas. non mais alors, je parle pour la fête, oui. Après, C'est- le c'est- moment charnière, peut-être c'est un autre. Il y a eu. Je crois que le moment charnière, c'est à Gogno. Quand on gagne 4-3, on mène 3-1, on se retrouve 3-3 à 5 minutes de la fin. Et à la dernière minute, il y a coup franc pour nous, et je le mets, on gagne 4-3. Alors qu'on était dominé et tout, il y a Bénédé, il prend un ballon, ils font faute, coup franc, je marque, et 4-3, et c'est là qu'on a dit ouf. Parce que c'était le match le plus dur qui pouvait nous empêcher de monter. Parce qu'après, on a reçu Cuiseau, et on était à Grenoble. Mais c'était celui-là qui était le plus dur. Ceci dit, en dehors de ce souvenir, pour moi... Non, mais parce que j'évoquais Grenoble pour le supporter, pour la foule, pour tout ça. Mais c'était pas... le plus important, ça a été celui-là. Mais de toute façon, moi, le souvenir que je garde de toute ma carrière, un des plus beaux, c'est cette aventure-là que j'ai eue avec Toulon. Avant, quand j'étais à Toulon, j'étais un peu vagabond, il faut bien le dire. Hein. J'étais jeune, gagnais un peu quelques argent, j'étais un peu bringueur. Quand je pars à Monaco, c'était devenu presque une normalité que quand on termine champion, qu'après on termine second, on gagne la Coupe de France par rapport à l'effectif qu'il y avait, par rapport à notre philosophie de jeu, puisqu'on était toujours ensemble depuis certaines années, c'était presque normal. Et quand j'arrive à Toulon, c'est un challenge pour... c'est un pari d'abord pour le club, de parier sur moi, parce que c'est pas évident, je vais d'être près de la pubalgie. C'est un challenge pour moi. Et puis surtout, il fallait que les jeunes, à un moment, me supportent, hein, parce que c'était pas évident. Hein. J'arrive, moi, je n'étais pas un vaillant comme lui. Oui, j'étais sur le terrain, mais je n'étais pas un vaillant comme eux. Ils se sont tous mis derrière moi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à monter en première division. Alors, dans toute ma carrière, j'ai eu des moments, j'ai eu 3 moments qui m'ont toujours marqué. C'est l'aventure avec l'équipe de France junior. Ah, junior. Avec l'équipe de France, puisqu'on termine second, deuxième en Europe, au championnat d'Europe. On perd contre les Tchèques. Après, on part un mois, 15 jours à Nouméa, 15 jours à Tahiti, tous ensemble. Surtout à l'époque. Hein. À l'époque, on avait 18 ans. Ça a été un souvenir extraordinaire. Il y a cette Coupe du Monde. Et puis, il y a cette aventure avec Toulon, parce que puis parce que, voilà, Toulon, j'ai aimé cette ville, j'ai aimé cette mentalité, j'ai aimé ce truc qui fait que... Vous incluez dedans, parce que vous arrêtez en 84, et après, il y a 2 ans, en tant qu'entraîneur, même, ça commence en 84, hein, d'ailleurs, vous le disiez. Ouais, je parle en 86. Voilà. Vous incluez ça dedans, quand vous dites l'aventure, ou Oui, c'était vraiment juste l'époque moi, parce que entraîneur, c'est autre chose. Je démarrais comme entraîneur, je me suis régalé la première année parce qu'on se sauve juste d'abord. La deuxième année, on termine, c'est peut-être ce qui nous a fait le plus de mal. On termine 4e, si vous vous rappelez bien, le dernier match contre Nantes, si on le gagne, on est européen. Ouais. Alors qu'il jouait à 10, Nantes, et que le gardien avait été blessé, je crois. Ah ouais, non mais... Et on termine 4e, et après ça a commencé un peu à penser que on allait aller un peu plus haut, et c'est là que ça a commencé mais ça, quand j'étais entraîneur, on s'est maintenu, c'était extraordinaire. On a fait demi-finale de Coupe de France contre Monaco. À la mi-temps, on mène 2-0, c'est Bravo qui nous tue d'entrée en deuxième mi-temps, 2-1. Donc ça restera des souvenirs, d'abord parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience par rapport à cette période, et ensuite parce que c'était dans la continuité avec des mecs
que j'ai beaucoup apprécié, d'autres moins bien parce que ça ne correspondait pas à la mentalité que moi je voulais de mon équipe. Mais ça, c'est une autre histoire qui après, après, vous savez ce qui s'est passé. Hein, vous devez le connaître aussi bien que moi avec Roland qui a certainement fait du très bon boulot ici et tout ça, mais ça ne correspondait pas du tout avec mon tempérament à moi. D'accord. Donc, Donc, vous lui en voulez à Roland d'avoir métamorphosé cette mentalité Non. toulonnaise, non? Vous savez, Roland, il a vécu à la maison, tout. Un jour, Roland m'a dit, si tu veux, tu fais tous les entraînements et moi je fais la composition d'équipe. J'ai dit non. Je savais que c'était fini. Mais j'en veux pas, c'est son personnage. Alors Roland m'a joué aux cartes, il va tricher contre moi. Mais il trichera contre tout le monde. Hein. Et il trichera contre son père, il trichera contre tout le monde. Après, on va passer une soirée ensemble, on va être mort de rire. Hein. C'est Roland. Il a un bagou qui lui permet d'enterrer tout le monde. Mais bon, ça c'est... Après, c'est le problème d'autres personnes aussi. Hein. Ouais, quand, à un moment, quand on recrute par exemple Rousset, le staff médical nous dit à 50-50, son genou risque de péter. Et quand vous avez le grand argentier de la ville qui dit je couvre, et c'est là où M. Bonadei démissionne. Mais moi, je sais que je suis bon. C'est comme ça. Mais j'en veux pas du tout. Alors là, c'est pas... Chacun mène son truc par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'il a envie de faire. Hein. c'est ce qui fait que vous partez donc 86 hein, À Grenoble. à Grenoble. Donc je reste 4 ans, 3 ans. Avec, Qui était descendu en 3e division, on remonte en 2e division. Avec Braillon. Mais moi, tous les présidents que j'ai eus sont presque allés en prison. Parce que Braillon, après, avec l'équipe cycliste, tout ça, il a plongé. Roland, bon, on le Pourtant, savait. à Toulon, je comprends pas. Hein, parce Ah, mais que Roland, vous le savez. Hein. c'est la rigueur allemande, normalement, Toulon. On a toujours dit. Ouais, mais bon. Ouais. Il a préféré la rigueur corse. Vous remplacez Albert Raymond. Là, on est à la saison 97-98. On termine le 2e des matchs retour. Voilà. Deuxième match retour. Et rétrogradé Ouais. financièrement. Ouais, là, c'est un très, très mauvais souvenir. C'est assez. Ouais. Après, Il y avait des bons joueurs. Hein. après 93, ouais. Ouais, Mazzucchetti, Tataria. ouais. Il y avait des bons joueurs. Hein. Mm. Et ce que je voulais évoquer, donc, c'est à cette époque-là où il y a Ben Sivengo et vous étiez avec Dallamasso. Liste pour reprendre le club dans une liste de. Ouais, c'était le directeur de. Un mot sur ça. Non, il m'avait contacté là, avec Patrick Storail, tout ça. Ben Sivengo, il y avait qui était président et tout. Lui, il a voulu. Et puis à un moment, ça a capoté pour diverses raisons, pas qui m'a. C'est un regret, pas regret, enfin bon, vous auriez bien aimé. Bon, moi j'aurais bien aimé, oui. Toulon, de toute façon, c'est quelque chose de particulier chez moi. Et donc vous restez un peu sur ce goût, il y a un goût d'inachevé là sur ça? Non. C'est cette financier et tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, j'ai bien gagné ma vie, je suis bien carré, j'ai ma maison là-bas. De ce côté, c'est vraiment pas un truc qui non, mais parce que voilà. était le plus important. La fin aurait pu être, bon, peut-être un peu. Oui, mais bon, il y avait, je sais pas, après il y a la municipalité qui a pas voulu trop changer non plus. Hein. J'étais prêt à venir, tout ça, on avait fait un plan de travail et tout. Après, ça s'est négocié, je crois, financièrement. L'autre, il voulait le rachat du club, alors que bon, il n'a pas voulu y aller. Pour finir, un petit quiz.
Parce qu'en fait, c'est un prétexte pour parler un peu de des joueurs que vous avez côtoyés. Et puis, il y en a qui sont pas piqués des verres. Donc alors, il y en a 8. Je commence par je fais entraîneur, gardien, voilà, jusqu'à attaquant. Donc petit quiz, 2 choix et 2 possibilités. Et puis un choix, on me dirait, et puis si vous développez ou pas. Je suis obligé de dire un des deux. Obligé ou pas. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne faites pas, vous êtes de toute façon. Voilà, Ah, mais je peux choisir un troisième. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Donc on commence avec les entraîneurs. Marcel Duval ou Michel Hidalgo? Duval. Rien à dire, Duval. Duval parce qu'il il avait une âme extraordinaire avec. Puis c'était le Sporting, c'était son truc et tout. Michel, il m'a beaucoup respecté parce que après la Coupe du Monde, il me rappelle et j'ai refusé la sélection et il m'a dit bon, ça va, je te respecte. D'accord. J'aurais pu être suspendu, tout ça. Mais Michel, c'était une rencontre comme ça mais sur toutes les saisons, je choisis Marcel. Ben, on va passer au fiston, hein. Marc. Je l'ai mis face à Bertrand de Man. Parce que équipe de France, pour un peu, voilà. Je vais prendre encore la famille alors. Parce que je pense que Bertrand de Man est un des joueurs qui nous a fait perdre contre l'Italie. D'accord. Moi, je ne l'ai jamais trouvé terrible, ce petit Nantais. Non, mais il il faut savoir l'histoire. Normalement, c'est pas lui qui devait venir, c'était Ray, le gardien de Metz. Je connais pas. Et qui s'est blessé 2 mois avant de partir. Ah, je connais pas. D'accord. Voilà. J'aurais pu mettre. Il y avait du beau monde, il y avait Mitrano, les Toré, tout ça. Bon, même moi, il faut que je fasse des choix. Hein. Le meilleur gardien de toute façon que j'ai entraîné, ça a été Olmeta. Ah, voilà. Mais j'ai hésité à mettre Olmeta. Mais il y avait une différence. Il me tuait à l'entraînement. Puis ça va, on n'avait pas d'entraîneur de gardien. Et c'est moi qui frappais. Il me tuait chaque fois. À quel point de vue? Et il voulait jamais que je m'arrête. Ah ouais, d'accord. Taper 1 heure dans le ballon, vous allez voir. Il fallait acheter une machine. Nous, on l'a, la machine, hein, ça te... Bon, bref. Alors, défenseur, alors là, pour l'opposition de style, c'était... Et puis parce que... Boissier ou Bossis? Ni moi, hein, comme vous. Et puis Bossis, que personnellement, j'ai toujours été fan. Hein, moi, personnellement. Moi aussi, c'est parce que c'était la classe. Il était naturel, il était fort. C'était alors les antithèses, hein, au point de vue style. Hein, j'aurais été dans la merde si vous auriez dit Boissier ou Dimeco. J'aurais été dans la merde. Là. Ah ouais, Le poète. Non, là j'ai fait justement... on les a toujours associés. Là, je vais un peu entre guillemets, les opposer, parce que c'est pas le but d'opposer, mais... Donc, Alfano, Berenguer. Ogier. Oui, tout à l'heure, vous l'avez eu au téléphone. Non, mais non. Non, Ogier était plus complet. Très bien. Milieu de terrain, alors voilà, le côté Monaco-Toulon. Chaussin ou Ricord? Chaussin. Jean-Pierre. Belle frappe aussi, hein, Jean-Pierre. Non, puis même, c'était un type extraordinaire dans la vie. On a eu l'occasion de le voir. Il se mettait au service de toute l'équipe tout le temps. Ouais, bon soldat. Ouais. Quelqu'un qu'on aime bien avoir derrière soi. Ah ouais. Jamais ça permet de moins courir. Jamais un mot, rien du tout. Le meilleur, c'était Jean Petit quand même. Ah ouais, grand monsieur, bien sûr. Alors là, pareil, là c'est parce qu'ils se ressemblaient, Dib ou Jamel Tlemkani. Parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. J'ai toujours voulu... ils se ressemblaient beaucoup. Cheveux. Pour les cheveux, bien sûr. Ah, Marcel. Mais Marcel, c'est plus affectif aussi que... Il était doué l'autre. Hein. Non, mais voilà. Non, puis il le dis pour... Il a fait sa connerie là,
se faire expulser dans un match, il a fait appel, il a pris le double. Ah, Ouais. Mais Marcel, parce que c'est nous qu'on l'avait fait venir à Toulon. Il est arrivé du premier canton. Et après, il a fait sa carrière à partir de là. côté d'Aubagne, hein, toujours, je crois. Alors j'ai vu que vous avez aussi côtoyé Roger Milla, et je l'ai mis face à Cheikh Diallo. Roger. Sacré joueur, hein. Ah ouais, fracassé de la cervelle. Certes, il joue jusqu'en 94, hein, le Ouais, Cameroun. à Monaco, les flics, en descendant du train, ils sont venus le chercher sur le quai. Quoi faire? Il avait enfermé sa femme pendant 2 jours. C'est un peu embêtant. Ça. Ouais, c'est Surtout de nos jours, là, avec un ballast, un bon mais c'est vrai qu'il était doué. Un mot juste sur Cheikh Diallo. Il empilait les buts. aussi. Cheikh, c'était presque l'inverse au niveau du caractère. Ah ouais. Gentil comme tout. D'ailleurs qu'après j'ai côtoyé au Mali. Ah voilà, C'est s'occuper des espoirs. d'accord. Il est toujours là-bas, à votre connaissance? Ah ouais, ouais. D'accord. Non, non, Cheikh, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de... Ok. Et le petit clin d'œil, parce que là, voilà, c'était de grands joueurs, et puis c'était facile finalement de les opposer au Nice ou Platini. Oui, je prends les deux là. Les deux. Michel avait une faculté à voir plus vite que tout le monde. Il disait Il souvent, était il voyait intelligent. Je me souviens, Boniek, il courait, le ballon il tombait là. Delio, c'est complètement différent. Delio, c'est un buteur. Même si l'autre, il a fini 3 fois meilleur buteur en Italie, il marquait des buts. Mais Delio, il était là. J'ai des anecdotes sur lui. À l'entraînement, il se mettait gardien de but. Pour savoir les réflexes du gardien. C'est malin ça. Des fois, il se mettait aussi maître. Il arrivait à deviner où Ah oui, il avait ce sens du but. Hein. Quand on frappait, les gardiens, à l'entraînement surtout, ils relâchent toujours les ballons. Ouais. Et lui, il arrivait à deviner des fois où il allait le relâcher, selon comment il plongeait, selon la position des mains. Mais bon, Delio, il est... Bon, moi, je l'ai toujours dit, de toute façon. S'il n'y avait pas eu Delio, j'aurais pas eu la carrière que j'aurais eu. Ah ouais. Parce qu'on disait centre d'Alger, but de Nice. Si j'ai devant, si j'ai un pied à les pieds... Ouais, citez un nom là, maintenant. Carré. Si vous avez qui? Si j'ai le grand Giroud... Ah voilà, ouais, voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà. Je suis obligé de tout mettre en l'air. Hein. Voilà, ben oui. Voilà, lui, il a marqué 299 buts. 19 buts, ouais. Et moi j'en ai fait marquer je sais pas combien, mais c'est parce qu'on parlait de moi, parce que lui il les mettait au fond. Dernière partie de l'émission, on évoque le match de vendredi, ce sera vendredi 13. Le Sporting va à Concarneau. Alors, Plus long déplacement de l'année. ouais. Ah, c'est vrai, c'est vraiment loin. Qui se fera en train. Hein. Oui. Qui se Qui se fait en train, ouais, qui se ça, fait en c'est- train, ouais. ça c'est Ouais. déconné. Ouais, déconner, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. On l'a déjà dit dans les avant-matchs, on l'a déjà dit dans les débriefs à vif, c'est de plus en plus compliqué de dire quoi que ce soit sur Je veux dire juste un truc. si sur tu le permets. Sporting, vas-y. Non, donc là, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, les joueurs, il faut juste qu'ils fassent le minimum pour eux, déjà, hein, parce qu'une certaine dignité, là, ils sont en train de... Ils vivent la pire saison du Sporting de l'histoire. Donc, pour eux, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent de miracles, mais pour eux, qu'ils assurent l'essentiel, qu'ils honorent un minimum le maillot. Du gars qui les paye et des supporters. Donc maintenant c'est juste une question de dignité. On sait bien qu'ils ne se battent pas pour le coach, et ils ont bien raison, etc. Mais par contre voilà, il faut qu'ils assurent un minimum. J'attends pas, encore une fois, j'attends pas, même s'ils perdent, mais là les 2 derniers matchs pour moi sont indignes. Ouais, complètement. Et il faut qu'ils retrouvent un minimum
ben voilà, de cet esprit que Christian parlait là tout à l'heure. L'esprit de guerrier. L'esprit qu'on aime à Toulon. Donc voilà, et donc ça se fera pas individuellement, donc chacun doit faire ce qu'il faut à son échelle, mais après il faudra qu'il le fasse, il faut qu'il se concerte, il faut que ça soit fait c'est un sport collectif, dans un cadre collectif, et voilà, c'est tout ce que je demande. Après qu'ils perdent, qu'ils gagnent, c'est plus trop grave, mais voilà, qu'ils assurent l'essentiel sur l'état d'esprit, et puis après... Ouais, quand on est dernier et qu'on sait que de toute façon on va descendre, hein, nous ça fait un moment qu'on le dit, mais on sait qu'aujourd'hui il n'y aura pas de miracle. Ça semble de plus en plus acté. Je sais pas quoi, on devrait pouvoir jouer libéré, puisque de toute façon on connaît ce qui arrivera à échéance. Et au-delà de ça, je sais pas, peut-être se fixer chacun en équipe, hein, c'est une aventure humaine de football, des petits challenges, pas finir dernier, ou je sais pas moi. Pas prendre de but, pas prendre de but. Marquer. Sans compter que je suppose que quand on est joueur à ce niveau-là, voilà, sachant que le club va descendre, on a peut-être aussi envie de se dire j'ai envie de me montrer de façon à pouvoir me tailler, trouver un challenge plus intéressant que le N2. Voilà, donc messieurs, c'est à vous. Je pense que c'est pas utile d'en dire plus par rapport à ce match. De toute façon, voilà. Chacun prend sa responsabilité. Qu'on prépare déjà de la semaine prochaine. C'est ça. Qui commence à penser sur certains joueurs qui veulent rester ou qui pensent rester dans ce club. La haute direction, j'ai bien dit la haute direction, qui commence déjà à penser à préparer l'année prochaine, dès maintenant. Ouais. Parce qu'il y a des miracles, il n'y en aura pas. Faut pas qu'ils rêvent. On entend certaines interviews là, qui y croient encore, moi. Peu importe Papa Noël, hein. Peu importe les ressorts de motivation, mais il faut qu'ils proposent quelque chose de concret, un minimum d'enthousiasme, d'envie, parce que sur les 2 derniers matchs, non. Ouais. Juste pour finir sur une parole de Christian, ce 29e épisode du Rascal Show. Christian, vous continuez de suivre un peu les résultats du Sporting. Et quand vous voyez ce classement, qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis pas au cœur du Sporting pour en parler. Non, mais juste en simple supporter. Moi, je pense qu'à un moment, quand on fait une saison comme l'année dernière, il faut garder un maximum de joueurs, et à recruter, il faut recruter 4 bons joueurs de deuxième division. Exactement. Qui ont de la bouteille, et garder l'esprit qu'ils avaient l'année dernière. Exactement. Parce que déjà l'année dernière, ça n'a pas été facile. Donc ils étaient déjà prêts pour d'autres combats, en recrutant 4 joueurs de bon niveau. Mais bien sûr. De deuxième division, qui ont un peu d'expérience. Je pense qu'ils auraient mieux fait que cette année. Je le répète, je ne suis pas à l'intérieur. Non, ça va dans le sens de... Nous non plus, mais je pense que c'est dans la logique des choses que de dire ça, garder une ossature. Enfin, nous, ça nous avait réussi. Voilà, mais je pense que ça réussit souvent. C'est généralement une recette qui marche assez bien, généralement. Même si en foot, il n'y a pas de... Voilà. Écoutez, c'est sur les bonnes paroles de monsieur Christian d'Alger que l'on clôture ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.